12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game? Notre premier invité se définit comme un mindset trainer. Autrement dit, quand un coach sportif entraîne les muscles, lui se propose d'entraîner notre cerveau. Ancien cadre dirigeant de haut niveau, il décide un jour d'arrêter, d'échanger son temps contre de l'argent et de contribuer enfin à la construction d'un monde meilleur. Son truc à lui, c'est les neurosciences et surtout les séjours dans le désert dans lequel il emmène régulièrement les entrepreneuses et les entrepreneurs pour des douches stellaires qui changent la vie. Son cri de guerre, ou plutôt d'ailleurs son cri de paix, c'est SDAM, S-D-A-M, ce qui signifie savoir décider avec motivation, mais surtout savoir marcher, savoir foncer et savoir foncer dans la bonne direction. On est vraiment très heureux, très heureux de débuter ce 12-12 avec celui qui, à n'en point douter, va pouvoir répondre à la question que tout le monde se pose. Faut-il se retrouver régulièrement face à soi-même quand on entreprend? Kim Benour, bonjour. Bonjour, je suis estomaqué par cette introduction. C'est vrai à ce point? Merci beaucoup, top. Et ça n'est que le début. Super. Bonjour Kim. Bonjour Amel. Alors, être soi-même est non négociable est l'un de tes mantras. Oui. Est-ce une invitation à être antisocial? Je dirais pas. Oh, ça commence fort. Ça commence pas mal. Okay. J'ai 2 heures, c'est ça? Vous avez 2 heures. C'est ça. Okay. Antisocial, je dirais pas ça. Quand je dis qu'être soi, c'est non négociable, on vit dans un monde où on est bombardé d'informations et on est bombardé d'obligations d'approbation de l'extérieur. Et on s'aperçoit, qui plus est quand on est d'origine maghrébine, et là je parle pour moi, on a une espèce de double pression du système, oui. Consciente ou inconsciente, on voit encore ce qui se passe avec l'actualité, et sans jouer à la victimisation exacerbée. Et puis aussi la pression des parents qui sont arrivés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas et qui nous disent attention. Un peu le sketch de Gad Elmaleh, on devait faire attention à tout, on ne savait pas quoi. Donc c'est pas forcément une approche antisociale, c'est juste de se dire, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, au final, je vais le résumer avec une phrase que j'aime beaucoup. Au plus on s'éloigne de ses racines, au plus elle revient au galop. Mais je ne parle pas en fait de ses racines culturelles ou cultuelles. Je parle de la personne qu'on est véritablement au plus profond de soi. Et on sait tous qui on est au plus profond de soi. Donc être soi, c'est non négociable. Tu peux faire toutes les chirurgies esthétiques que tu veux pour paraître meilleur à l'extérieur. Tu paraîtras peut-être différent, mais la personne que tu es au plus profond de toi, cette personne-là, le cri sera toujours plus fort pour que tu sois aligné à incarner pleinement ce que tu dois faire, un peu ce que toi tu as fait avec ce virage et de lancer ce podcast notamment. Oui, mais justement, c'est tout un travail sur soi qui est hyper difficile à faire. Donc, être soi-même, est-ce que quelque part, on le sait vraiment quand on est soi-même? Ou est-ce que parfois, on n'est pas soi-même dans les yeux des autres, enfin à travers les yeux des autres, et on pense l'être? Alors, il y a de ça aussi, parce qu'on est dans la psychologie, la psychothérapie potentiellement et autres, et on va chercher l'approbation chez les autres, incontestablement. L'être humain, si on résume basiquement, ce qu'il cherche, c'est à être aimé et à être heureux. Il cherche la liberté, il cherche à être heureux, il cherche à être aimé. Et quand on n'est pas assez aimé ou assez reconnu pour ce que l'on fait ou ce que l'on est, naturellement, on va déployer des stratégies ou des stratagèmes pour obtenir l'approbation de son entourage, que ce soit son premier, son deuxième ou son troisième cercle. Et c'est là où le travail de la connaissance de soi est le plus beau des voyages. En fait, dans cette vie, on connaît tous notre date de naissance, donc notre ligne de départ. Bien sûr. On ne connaît pas la ligne d'arrivée. Et c'est ça que moi j'appelle l'instant présent. Et il faut vraiment profiter un maximum et pas chercher à être quelqu'un d'autre parce que ta nature va revenir à chaque fois. Quand tu es arrivé, on a parlé un petit peu de ce que tu faisais. Donc tu m'as charrié sur le golf. On est en sincérité radicale. Non, ça c'est une private joke, on ne peut pas vous expliquer. Non, mais tu me disais à juste titre que les voyages dans le désert, c'était juste la partie émergée de l'iceberg. Mais je trouve que c'est quand même, même si c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est quand même un espèce de symbole. Moi, j'ai passé une seule nuit dans ma vie dans le désert. J'ai trouvé que c'était une expérience extraordinaire. Et tu me disais qu'au fond, c'était une expérience extraordinaire parce que c'était un endroit où tout se retrouvait aligné. Et tu as cette théorie des 4 C. J'aimerais bien que tu l'expliques. Effectivement, si tu veux. Alors, ça paraît très simple maintenant de l'expliquer, mais ça, c'est un travail de 5 ans où je me fais accompagner aussi par des neuroscientifiques, avec Biljana Todorova, qui sera une prochaine experte dans une prochaine évasion dans le désert, qui m'a expliqué un peu tout ça. Et moi, les compétences que j'ai développées durant toutes ces années, l'alignement des 4 C, c'est une fois que le corps, le cœur, la conscience et le cerveau sont alignés,
potentiellement, tu es véritablement toi. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est des belles phrases, mais concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu es dans le désert, déjà, tu n'as pas de pollution visuelle et auditive. Donc, tu as l'infini qui est devant toi, si je puis dire. Tu n'as pas de panneaux de signalisation, de feux tricolores et de barrières. Donc, on n'est pas bombardé d'informations. Donc, tu as une capacité chimique et neuroscientifique de synchronisation des hémisphères. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Moi, ce que je fais généralement quand je vais dans le désert, et j'impose ça aussi à toutes les personnes que j'emmène, c'est que je ne leur demande de ne boire que de l'eau et de ne manger que des légumes, autant que faire se peut. Ça permet aussi un espèce de nettoyage du corps, de l'intérieur du corps. Donc déjà, quand tu as cette approche-là, si on va un peu plus dans le détail, pour ensuite le corps, le cœur, la conscience et le cerveau, quand tu as passé 48 heures dans le désert et que tu as franchi la peur du potentiel scorpion, du cadavre, et ainsi de suite, qui est inconscient, parce que c'est le reptilien qui est là, et que tu as fait ta première nuit dans le désert, tu te réveilles le lendemain, que tu te laves à la lingette, que tu as fait tes besoins dans le désert, si tu veux, les titres et les médailles, ils disparaissent. Tout le monde est sur un même pied d'égalité. Donc au niveau conscience et cœur, il y a déjà des prises de conscience fortes. Tu m'expliquais ta nuit que tu as passé à observer parfois même une petite trace de la galaxie, parce que quand on est dans le désert, on voit des choses assez incroyables. Mais déjà, tu as corps, conscience et cœur qui sont alignés. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens expliquer que le cerveau, l'être humain n'est pas un être logique, c'est un être neurologique et biologique. Et quand tu comprends que tu peux faire des petits exercices pour muscler ton cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles, justement, là, tu alignes corps, cœur, conscience, cerveau. Je te prie de croire que les décisions que tu prends, elles sont quasiment irrévocables et elles sont très, très fortes quand tu reviens et que tu décides de faire un virage à 180, d'aller voyager à l'autre bout du monde ou autre. C'est des choses qui vraiment s'ancrent dans la matière. Donc, concrètement, pour des entrepreneurs qui, eux, n'ont pas la chance d'aller dans le désert avec toi, qui n'ont pas la chance de faire tous ces voyages, qu'est-ce qu'on peut appliquer au quotidien, en fait, comme tips pour justement prendre soin de ces 4 C et de son être en général? Alors, j'ai déployé, moi, une autre approche pour un peu plus le monde corporate, on va dire. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, François, tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'on a besoin, en tant qu'entrepreneur, de se retrouver seul avec soi-même? La réponse est oui. Et c'est l'analogie, la parabole de la boussole. Donc, moi, ce que je propose, c'est placez-vous au centre de votre boussole, personnelle et professionnelle. Et une boussole, on a 4 points cardinaux. Nord, ouest, nord-est, sud et ouest. Et le nord, ça va être de définir une vision, de savoir exactement ce que l'on souhaite, avec tout des exercices concrets. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et là, ça va permettre de justement ne plus perdre le nord et de savoir pourquoi on se lève le matin, pourquoi on fait tout ça. Ancien cadre dirigeant, je me suis aperçu qu'il y avait des personnes que je côtoyais qui gagnaient très très bien leur vie, mais qui ont passé la fameuse ligne d'arrivée avant l'heure, parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux. Donc, quand on regarde à l'Est, c'est le bien-être. C'est bien d'emmener des gens dans le désert, de créer un empire financier, et peu importe. Je reviens sur le premier point. Le plus gros malaise des entrepreneurs, c'est de ne pas incarner, de ne pas assumer pleinement leur objectif. C'est votre vie, assumez. Si tu veux construire un empire, dis-le. Si tu veux faire 300 milliards, dis-le. Si tu veux juste changer le monde, dis-le. Et une fois que tu vas l'assumer pleinement, il va se passer des choses. Tu vas attirer des gens, des circonstances, des situations. Et trop souvent, on met le couvercle et on n'est pas trop... Moi, je vous laisse imaginer, quand j'ai dit que je faisais un virage à 180 et que je quittais les lounges d'aéroport pour le désert du Sahara, on m'a pris pour un fou, on m'a dit « T'as fumé quoi? T'es tombé dans une secte ?» et des choses comme ça. Moi, je savais que le mouvement SDAM, là où je voulais l'emmener, un peu comme 12-12 Game Changer que vous lancez, vous avez une vision, j'en suis persuadé. Et là, ça, c'est le premier point, la vision. Ensuite, le bien-être. Occupe-toi de toi. Et là, je ne veux pas faire une thèse, c'est très simple. Mange bien, dors bien, bouge bien. Et c'est là où on est souvent très mauvais. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est un conseil qu'on ne donne jamais aux entrepreneurs. Alors que la réalité, c'est que tu ne peux pas entreprendre si tu n'es pas en forme. Bien sûr. Tu sais, j'ai une phrase, moi je dis, je n'ai jamais vu un projet, un concept, une entreprise croître ou décroître sans que ce ne soit pas à 100% de la responsabilité de son leader. Et ça passe par quoi? D'abord, de t'occuper de toi. Si demain j'ai un souci, moi, cardiaque, je ne vais pas aller voir un chirurgien qui fume la clope. Tu vois? Il y a une espèce d'incongruence. Il y a un paradoxe. Il y a un vrai paradoxe. Donc c'est pour ça que moi j'ai appris une chose avec mes 30 années d'expérience dans le monde corporate, c'est que tout est simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Et c'est tellement contre-intuitif qu'il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau pour mettre des petites choses les unes après les autres. Et c'est cette stratégie des petits pas qui va faire que tu vas atteindre ton objectif. Et donc ta vision, tu vois, je prends la boussole et je prends aussi l'autre analogie qui est, ou parabole, c'est de dire...
c'est un GPS et tu branches. Moi, j'habite Lille et je dis toujours, allez au 27 boulevard Clémenceau, 3e porte gauche à Nice. Ça doit être votre objectif. Je prends toujours cette adresse. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui habite. Il y a quelqu'un qui, tous les jours, bonjour, on vient de la part de Kim. Non, mais vous ne connaissez pas, vous. Qui c'est, Kim? Vous l'avez bien compris, c'est de leur dire, soyez le plus précis possible dans votre vision. Et une fois qu'il y a ça, après, tu vas choisir quel véhicule tu prends. Tu y vas en avion, en train, en voiture, en trottinette, en stop. Bien sûr. Et il va y avoir des impondérables, des soucis. Tu ne vas pas faire demi-tour pour autant. C'est la même chose dans la vie entrepreneuriale. C'est d'abord de décider donc ta vision. Ensuite, ton bien-être. Mange bien, dors bien, bouge bien. Une fois que tu as ça, déjà, dans ton équilibre de ta boussole, tu es plutôt pas mal. Tu vois, tu restes au centre. Le plein sud, on est sur la relation à l'argent. Et je me suis aperçu que sujet tabou. Sujet tabou. Surtout en France. Moi, je le résume grâce à Christian Junot, qui est un ami que j'ai rencontré. Pareil, j'aime beaucoup toujours rendre à César ce qui appartient à César. Je vous expliquerai la notion du copier-créer tout à l'heure qui moi, ça a été un game changer, ce truc-là. Donc, la relation à l'argent, ta relation à l'argent est proportionnelle à ta relation amoureuse. Quand je dis ça, les gens me regardent, me disent, mais t'es complètement barré, t'es fou. Et je la refais une deuxième fois, ta relation à l'argent est proportionnelle à ta relation amoureuse avec toi-même. Dis-moi à quel point tu t'aimes, je te dirai ce que tu as sur ton compte en banque. Mais l'argent, c'est une éternelle, c'est une ressource éternelle. Tu veux. C'est un flot. Et c'est un flux. C'est un flux. La plupart des gens pensent que c'est un stock. Exactement. Alors qu'en fait, c'est un flux. Bien sûr. C'est une rivière et le tronc d'arbre qui bloque ça, c'est nous-mêmes. C'est notre mental, c'est notre mindset. Et quand tu comprends qu'il faut te mettre dans une approche d'apporter de la valeur, plutôt que de vouloir vendre quelque chose, parce que l'être humain déteste qu'on lui vende quoi que ce soit, et paradoxalement, il adore acheter. On est tous rentrés dans un magasin, et tu as la vendeuse ou le vendeur qui vient, il te dit en quoi puis-je vous aider? Laisse-moi juste respirer, je vais rentrer, tu vois. Laisse-moi acheter, laisse-moi consommer. Alors que si un vendeur ou une vendeuse vient vous voir et il vous dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et là, tu vas remplir. Voilà, c'est différent. Donc, la relation à l'argent, alors je le résume encore dans cette boussole. Bien sûr. La relation à l'argent, elle est prépondérante dans cet équilibre une fois que tu as ton grand pourquoi, que tu as ta vision, que tu t'occupes de toi et que tu as une relation à l'argent qui est saine. Je ne dis pas décomplexée ou tu t'en fiches. Elle est saine. Elle est alignée avec ta vision. Tu veux faire 1 milliard? Annonce-le. Tu veux faire 100 000? Dis-le. Sois décomplexé avec ça, avec ce flux. Et le quatrième point qui est le plus important et qui va représenter 80% des choses, c'est le mindset, justement. C'est de comment faire pour rester là-dedans à chaque fois, pour éviter, dans un monde où on est bombardé d'informations, de dire, tiens, je lance un podcast, et puis après, je fais une newsletter, et puis non, je change mon produit, et puis il ne marche pas. Non, les gars, restez focus. Vous allez voir qu'à un moment donné, c'est l'histoire du bambou. Le bambou, tu sèmes la graine, tu arroses, il ne pousse pas, puis quand il commence à pousser, il explose. Toutes ces choses-là, on les a entendues, appliquées. Reprenez un exemple concret. Reprenez les 3 citations que vous préférez et que vous citez le plus. Et dites-vous, est-ce que vous les appliquez? Moi, j'en ai une, c'est si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas l'atteindre. Bingo. Donc, tu t'es mis un objectif. Ah ouais. mais c'est parce que je m'aime beaucoup, c'est pour ça. Mais donc t'es blindé. La boucle est bouclée. Alors, je reviens sur la question que je posais en intro. Donc, est-ce qu'il faut absolument se retrouver face à soi-même quand on entreprend? Manifestement, la réponse est oui. Mais il y a une deuxième question derrière celle-là, c'est quand doit-on se retrouver face à soi-même? Est-ce que c'est avant d'entreprendre? Est-ce que c'est une fois qu'on a déjà entrepris parce qu'on a déjà de l'expérience? C'est quoi le bon moment, en fait, pour se retrouver face à soi-même? Les deux, mon capitaine, j'aurais tendance à dire. Le premier, c'est déjà de te poser pour dire qu'est-ce que je souhaite faire. Moi, quand il s'est passé ce qui s'est passé, où j'ai décidé de faire ce virage à 180 degrés pour des raisons personnelles que j'ai déjà expliquées par ailleurs, je décide de prendre cette pause. Tu vois. Et il y a cette phrase de ma femme qui est absolument puissante, qui me dit « Kim, si tu as peur que j'ai peur, n'aie plus peur ». Elle me gifle si tu veux, elle me met en PLS, mais c'est tellement le truc où on veut projeter encore une fois, c'est moi qui dois gérer parce que j'avais un titre. Non. Et quand je prends ce moment pour moi, je le prends vraiment, ce rendez-vous avec moi-même. Moi, je pars 7 jours dans le désert, mais tu n'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Tu vois, moi, je dis, et tu as vu mon TED Talk, et j'en parle à la fin, je dis, prenez un rendez-vous avec vous-même, mais maintenant, prenez-le maintenant, ne serait-ce que 5 minutes. Et ça va te permettre de savoir, d'éviter tout ce brouhaha encore une fois, et de savoir si ta boussole intérieure, ton intuition, va te dire si tu es dans la bonne direction ou pas. Donc ça, c'est pour ton projet. Ensuite, c'est de le faire régulièrement pour éviter, parce qu'encore une fois, le cerveau, il est capable d'absorber 4 milliards ou 400 milliards de bits d'informations à la seconde. 0,1, 0,1. S'il absorbe tout, il explose. Donc on a un garde du corps, le SAR, bref, on ne rentre pas dans ces détails-là, qui va juste te faire rentrer certaines choses ou pas.
à toi de te dire qu'à un moment donné, comme on est bombardé d'informations, il faut savoir se déconnecter de tout ça pour juste se poser. Tu vois, là, on est dans un studio, on a nos sons, enfin nos oreilles, notre ouïe qui est en exergue, le toucher, on a tout ça. Mais et puis la lumière, il y a déjà beaucoup d'informations. Donc, quand tu es dans le désert ou quand tu es seulement avec toi-même, parce que tu n'as pas besoin d'aller dans le désert, juste tu fermes les yeux, tu passes en mode alpha, tu baisses les ondes de ton cerveau, et ça te permet de te poser les vraies bonnes questions. Et concrètement, c'est Mel Robbins qui t'explique ça. C'est pose-toi des questions en mode fermé, des questions oui-non à la fin. Et tu joues le compte à rebours. Un autre type, c'est que tu poses la question et tu te dis, tiens, est-ce que je dois lancer mon podcast ? 5, 4, 3, 2, 1, oui. Ok, c'est oui. Comment ? Stop, c'est bon. Tu as eu la validation. Le comment va venir ? Tu vas mettre le plan d'action après. Et ça, c'est aussi autre chose qu'on pourra partager, tu vois. Ce que tu dis, donc, c'est d'abord, il faut décider. Et au fond, une fois qu'on a décidé, on a fait l'essentiel du boulot. Mais complètement. Mais complètement. Si tu veux, j'ai mis 45 ans à décider de ma vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, très bien. Donc, tu vois, t'es là. Moi, ce que je faisais, en fait, j'étais en train de courir. Alors, toutes les cases étaient cochées. Hein. Il se passe 2 événements, si j'en parle rapidement. En 97, on perd un petit frère et c'est mon cadet de 2 ans et je prends une gifle. Et je me dis, à partir de ce jour-là, mon mindset, il shift complètement. Et je dis, je vais tout casser. Dans le bon sens du terme, et je deviens numéro 2 de cette grande multinationale en gravissant les échelons et autres. Je rencontre une femme exceptionnelle avec qui je suis toujours. On a 2 enfants. On marie notre fille là au mois d'août. Donc, si tu veux, tout est coché. Et puis, je perds mes 2 parents en 1 an. Et je m'aperçois d'une chose, c'est qu'en fait, j'étais en train d'exister pour honorer tous les sacrifices de mes parents. Je cherchais l'approbation inconsciente. Donc, à défaut d'être devenu footballeur professionnel, parce que je devais le devenir aussi, j'avais décidé de devenir fils professionnel. Je croyais que c'était golfeur professionnel. Après, c'est ce qu'on fait tous. Quel coup bas. C'est ce qu'on fait tous, un peu de vivre à travers les yeux de nos parents, de nos proches, etc. Est-ce qu'il faut vraiment connaître un échec ou un traumatisme pour tout remettre en question ? Alors, j'irai pas trop sur ce terrain-là, parce que je suis pas thérapeute, mais je dirais que naturellement, après, tout dépend où tu mets le curseur. Il doit y avoir un espèce de déclic. Il y a un déclic quel qu'il soit. T'es pas obligé d'aller jusqu'au drame ultime. Mais il y a un moment, quelque chose qui se passe dans ta vie qui fait que... Stop. Ça peut être basiquement une relation avec un supérieur qui ne se passe pas comme ça, ou une blessure qui se réveille parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas traité de la manière dont tu souhaites, tu l'aurais toi traité. Moi, j'ai eu ça. Et il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées dans leur système et dans leur vie, faute de faire un travail sur eux-mêmes, de connaissance d'eux-mêmes, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas, ils n'ont pas le courage ou quoi que ce soit. Hein. Parce que le courage, pour moi, c'est juste... Le terme courage, il est fort parce que c'est le cœur à l'ouvrage, le courage. Donc, d'écouter davantage ton cœur. Mais c'est contre-intuitif, on ne nous l'a pas appris. Moi, durant toutes ces années, j'ai étudié un peu les Jobs, les Mandela, les Gandhi, les Bill Gates, et ainsi de suite. Ces mecs-là ont fait des choses simples. Mais simple ne veut pas dire facile, encore une fois. Bien sûr. Bien sûr. Et ce rapport aux neurosciences, c'est quelque chose que tu avais déjà à l'époque où tu étais donc cadre de haut niveau, ou c'est quelque chose que tu as découvert une fois que tu as eu ce fameux déclic ? Comment ça s'est passé ? J'ai 15-16 ans quand ma frangine Afida m'offre le bouquin de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres. Vraiment le titre putaclic, comme on dit dans le milieu. Et ce livre-là, il me met une gifle et il y a une phrase qui dit « Ce que tu es parle plus haut que ce que tu dis ». Et je me dis « Mais je comprends pas ». Donc je commence à creuser un tout petit peu. Et puis je commence à me poser ces questions métaphysiques, existentielles qu'on se pose tous à un moment donné, mais je me les pose très jeune. Et puis je me dis... à disposition équivalente, pourquoi quelqu'un réussit et l'autre pas ? Qu'est-ce qui se passe dans la boîte crânienne de l'autre personne ? Et alors qu'on est dans le même village, on a les mêmes... Tu vois, dans la même famille. Même famille, le même profil. Je commence à regarder tout ça et puis, comme je disais tout à l'heure, le cerveau, il a un garde du corps. Sauf que quand tu décides de dire « ça, c'est bon, je peux entrer », toutes les informations neurosciences commencent à arriver. Et puis, je commence à lire, beaucoup. Et puis, je vais lire un peu de choses sur les neurosciences. Et puis, j'ai la chance d'aller souvent aux États-Unis parce que la société dans laquelle je travaillais à l'époque, Ingram Micro, le siège est à Santa Ana, en Californie. Donc, j'y vais assez régulièrement. Et je vais aussi dans des séminaires avec les grosses structures de l'informatique, les Apple, les Microsoft, et ainsi de suite. Et quand je vais là-bas, je prends le temps d'arriver peut-être 48 heures avant, de repartir un petit peu après, puis je vais regarder les séminaires de Jim Quick, qui est juste le coach de Will Smith, qui est un expert en neurosciences, Greg Braden, John Assaraf, donc des gens qui sont dans ces domaines-là. Et puis, moi, surtout, il y a une chose que j'ai faite très longtemps, je ne dirais pas tout le temps, ça serait mentir, hein, mais
on va dire 60 à 70% du temps, j'allais pas déjeuner à la cantine. Le matin, dans la voiture, c'était un livre audio. Je faisais Lens-Lille, pour ceux qui connaissent, c'est 25 minutes, mais quand il y a les bouchons, c'est 1h30. Moi, c'était un livre audio. Entre midi et 2, le livre audio, après, comme j'avais habitué mon cerveau, je le faisais en lecture 1,2, 1,3, 1,5. Tu en avais 2 ou 3. Donc, tu arrivais avec 2-3 coups d'avance. Entre midi et 2, pendant qu'eux allaient à la cantine, moi, j'allais me faire une petite méditation où je me faisais une formation sur YouTube. C'était les tout débuts de YouTube. Donc là, on avait à profusion déjà beaucoup d'informations. Et je me suis formé à tout ça. Et j'ai commencé à comprendre, ce que je disais tout à l'heure, que l'être humain n'est pas un être logique, c'est un être biologique et neurologique. Et quand tu commences à comprendre... Alors, je n'ai pas la prétention d'être un neuroscientifique, je ne le suis pas. Je n'ai pas de certification sur le sujet. Je dis juste que quand j'ai compris comment ça fonctionnait là-haut, d'un point de vue plus, moins, communément, basiquement, et que tout est question de neurochimie positive ou négative, que tu as cette capacité à inverser cette chimie pour te mettre dans une dynamique différente à travers ta posture, tes mots, ton focus, avec des exercices concrets, je me suis dit, tiens, je vais apprendre à maîtriser mes pensées parce que j'ai compris rapidement, si tu maîtrises tes pensées, tu maîtrises ta vie. Donc ça veut dire c'est une décision et beaucoup de discipline après, quoi. C'est que de la discipline et des plans d'action. Oui. Et c'est un point que, tu vois, quand je reparle de la vision, justement, dans la boussole, les entrepreneurs, moi, je fais en sorte de donner, tu vois, des espèces de punchlines, des choses comme ça, mais en même temps de donner de la matière concrète à activer. Parce que la décision, elle est actée à partir du moment où, justement, tu as mis quelque chose dans la matière. C'est-à-dire que c'est bon, j'ai signé mon protocole, on est d'accord, je quitte. Je lance mon podcast. Là, on est dans la matière, on est dans le concret. Vous voyez vos logos, on est dans la matière. C'est vraiment du concret. Et ces entrepreneurs, ces dirigeants, ces cadres qui sont en transition, je leur dis, vous avez votre vision, super. Et généralement, allez, je vais dire 90% des gens s'arrêtent là. C'est bon, j'ai ma vision, je sais ce que je vais faire. Mets un plan d'action. Ouais, mais mets un plan d'action. C'est contre-intuitif. Le cerveau est là pour éviter la douleur et chercher le plaisir. Donc, il ne veut pas qu'on lui dise, voilà ce que tu dois faire. Donc, le plan d'action va servir à quoi? Le plan d'action va servir à avoir de la discipline quand il n'y aura pas de motivation. Moi, je t'écoute parler depuis tout à l'heure. Tout paraît simple, évident. Et je n'ai pas le sentiment qu'on apprend ça... dans les écoles de commerce, dans les incubateurs, dans toutes les structures en fait qui, entre guillemets, poussent, forment, envoient vers l'entrepreneuriat. Pourquoi? Alors justement, c'est une question que je me suis longtemps posée et depuis, je m'oriente de plus en plus. Là, cet après-midi, enfin demain plutôt, je suis chez Randstad pour donner une conférence sur le sujet auprès d'entrepreneurs des quartiers difficiles, pour leur expliquer justement cette boussole, ces outils et autres. Est-ce qu'il y a la théorie du complotisme sur le fait qu'on ne veut pas que tout le monde réussisse ou autre? Peu importe. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que on ne nous a pas appris à apprendre, justement. Et depuis maintenant une dizaine d'années, enfin, depuis l'émergence d'Internet, il y a eu des choses qui ont changé. Et les gens ont commencé à aller chercher les informations eux-mêmes. Et puis, surtout, il y a eu l'émergence d'Internet, les voyages. Tu vois, je vais faire la comparaison avec les cultures. Moi qui travaille dans une société américaine, tu avais la culture d'abord latine, chez nous ici en France et tout ça, c'est la culture de l'honneur. C'est François, ton objectif c'est 10, tu viens à la fin du mois, j'ai fait 8, ouais mais François je t'avais dit 10, oui mais j'ai mal au genou, puis les enfants étaient malades, tu vois je te prie de m'excuser, ok d'accord, c'est pas grave. Les Américains, la culture du contrat. François, c'est 10. Lehman Brothers, tu pars avec ton carton et tu t'excuses alors que tu te fais virer, mais c'est toi qui t'excuses. Culture du contrat. Et après, tu as la culture du consensus qui est plus dans les pays nordiques et les pays japonais. Là, c'est 10. Je pense que je peux faire 8. On fait 9. OK, deal, on fait 9. Je dis ça parce que ça a permis de challenger, de changer un peu toutes les mentalités. Après, il y a eu les vols low cost, donc les gens ont commencé. Donc, il y a eu une espèce de melting pot et les gens ont commencé à voyager partout. Et ça a challengé le status quo. C'est-à-dire que là où tu avais les différentes cultures, je m'intéresse beaucoup aux civilisations, et là où les cultures ont commencé à beaucoup bouger, ça a changé le status quo et ça a commencé à dire, mais attends, tu peux mixer un petit peu de ma culture maghrébine avec ma culture latine, plus ma culture anglo-saxonne. Je vais te dire que ça fait une espèce de cocktail dédonnant qui dit, c'est simple quand je le dis, mais en même temps, c'est pas facile parce que moi aussi, dans mon rôle d'entrepreneur, d'investisseur, j'ai aussi ces schizophrénies d'avoir peur de manque de trésor, de ne pas savoir recruter. Faut juste être dans cette zone que j'appelle la zone de sincérité radicale vis-à-vis de soi-même. C'est un concept qui est extrait de Ray Dalio, pour ceux qui connaissent, qui a les 10 Key Principles, donc c'est les 10 principes clés, et il parle de cette notion de sincérité radicale vis-à-vis de toi-même. Et c'est pour ça qu'on ne nous l'apprend pas,
Mais on est en train de changer les choses. Tu as pas mal d'initiatives qui sont lancées dans les quartiers, mais pas que dans les quartiers. Et là, moi, je suis en train de m'orienter là-dedans. Au départ, c'était les 4C, on va dans le désert. Mais là, il y a cette notion de boussole que je suis aussi en train de protocoler en expliquant. Une fois que tu as défraîchi ça et que tu te dis, au bout d'un quart d'heure, tu parles à Kim, tu as l'impression de le connaître depuis 20 ans, parce que je connais la nature humaine, je sais comment fonctionne le cerveau. On baisse les armes, il n'y a pas de danger, les gars, parce que on nous a appris à toujours être sur le qui-vive. Une fois que tu sens qu'il n'y a pas de danger, tu commences à expliquer ta vision, ton plan d'action, ta relation à l'argent, ton mindset, et puis tu mets des choses concrètement, et puis les gens trouvent un certain équilibre et s'épanouissent davantage. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de réaction par rapport au tout digital, à l'IA, tout ça, qui fait qu'on redécouvre qu'on est finalement des humains et qu'on a besoin de faire fonctionner notre cerveau, notre intuition, tous nos sens? C'est la question c'est la question que moi je me suis posée qui m'a fait faire ce virage. Si tu veux, quand j'étais dans cette société informatique, le numéro 1 mondial en distribution de produits et de services informatiques, top. Mais je m'apercevais qu'on était en train de lancer un espèce de TGV à grande vitesse au niveau technique et qu'on était... Moi, c'était la période, je pense que tu as connu ça, management poker face. Tu laisses rien transparaître. Attention, t'es le boss, tu dois être exemplaire. Je suis désolé, si je me suis engueulé avec ma femme ou il y a un truc qui s'est passé, tu peux faire ce que tu veux. On reste des êtres de chair, de sang et d'émotion. Tu as les cellules miroirs qui font que tu vas ressentir les choses. Donc, il y avait ça. Et après, on a commencé à avoir le management un peu plus bienveillant. Tu pouvais un peu plus exprimer les choses. Et c'est là où les choses ont commencé à changer, où on a commencé à exprimer davantage nos intuitions. Je suis convaincu que dans les 5 à 10 années à venir, le management intuitif, le management par l'intuition, la bienveillance, mais surtout, l'humain qui va s'exprimer tel qu'il est sans que ce soit négociable, ça va être monnaie courante. Et l'IA, moi, je parlais déjà à l'époque de l'humanisation digitale. On était à l'humanisation digitale. C'est-à-dire que même si tu as l'IA, il y a toujours l'humain qui sera derrière. Et l'authenticité, oui. Bon, c'est passionnant tout ça. Moi, je vois pas le temps passer. Alors, il y a une tradition dans ce 12-12, c'est que nous, on pose plein de questions, évidemment, mais ceux qui nous regardent aussi posent des questions. Et souvent, elles sont beaucoup plus pertinentes que les nôtres. Est-ce qu'on est prêt à envoyer des questions? Oui, on est prêt à envoyer des questions. Alors, allons-y pour les questions de toutes celles et tous ceux qui nous regardent, mesdames, messieurs. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors, première question, on parle de neurosciences. Mais est-ce qu'on est tous et toutes câblés pareil? La question, elle est fermée, je réponds oui. Ouais, non mais alors attends, il y a un truc, c'est que si tu réponds oui ou non aux questions, on va pas s'en sortir. Tu vois, il faut quand même qu'on développe un peu. Autrement, on est foutu. Bien sûr qu'on est câblé pareil, j'aurais tendance à dire, dans le sens où si on vient faire une autopsie d'un cerveau, on va s'apercevoir que c'est exactement les mêmes composantes, si je puis dire. Chimique. Maintenant, si je te dis file-moi 2 kilos de pensée, 3 kilos de peur et 4 kilos d'amour, tu peux pas les trouver. C'est assez compliqué. Donc, pour répondre concrètement à la question, par défaut, l'être humain, quand il arrive dans ce monde, c'est une espèce de cercle vierge. On prend un cercle vierge, on arrive tous... Vraiment? Je pense ça dans un premier temps. Il n'y a pas de génétique, il n'y a pas de... Il y a de la génétique. Il n'y a pas de... Les aïeux qui nous ont laissé des tas de choses et tout. Il y a des choses qui se passent aussi dans le ventre de la maman, non? T'as un cercle vierge avec un petit... avec un petit panier. Un petit baluch. Okay, d'accord. J'en conviens. Donc, on va dire que tout le monde est plus ou moins sur un cercle vierge dans la manière dont on est câblé. C'est un peu comme le circuit électrique ou le circuit électrique d'une voiture. Et en fonction de ce que l'on va voir, de 0 à 3 ans, un enfant, quel qu'il soit, tu lui donnes ce que j'appelle les 2 As, de l'amour et de l'attention. Point barre. L'enfant qui va casser quelque chose, faire quelque chose, il n'a pas encore la conscience de savoir ce qu'il a fait. Donc, attention et amour. Moi, je dis à tous les entrepreneurs qui ne sont pas encore parents ou qui vont l'être, donnez les 2 As à vos enfants. Vous allez voir, ça va leur changer la vie. De 3 à 9, 12 ans, selon les études, c'est là où notre cerveau, parce qu'on est tous câblés pareil, et là, on a nos yeux, qui sont des caméras, qui enregistrent tout à 360, 24 sur 24, nos oreilles qui enregistrent tout 360, 24, 24, tous nos sens, notre goût, le VACOG, comme on dit, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, on enregistre tout. Et de là, on va commencer à réagir comme papa, comme maman. Donc, on va commencer à créer, dans ce câblage global, est-ce qu'on est tous câblés pareil, des câblages différents en fonction de notre environnement, en fonction de notre culture,
en fonction de notre éducation. En fonction de tout ça, on va créer des câblages. Maintenant, ça n'est pas arrêté et ça n'est pas gravé dans le marbre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à l'ère de la neuroplasticité, de la neuroergonomie, qu'on est capable de casser un chemin neuronal pour en créer un autre. Comment tu fais ça? Je vous donne une autre image. Quand la personne dit « est-ce qu'on est tous câblés pareil ?» Donc oui, déjà quand on arrive. Ensuite, on va s'orienter, on va avoir des câblages qui vont se faire plus ou moins fortement différemment. S'il y a des choses qui ne te conviennent pas, tu le sais au fond de toi que ça ne te convient pas. Tu dois changer les choses. Souviens-toi quand tu es passé à côté d'un chantier et il y avait une nouvelle route qui était en train de se créer. D'abord, ils ont creusé, ensuite ils ont damé, ils ont mis des cailloux, ils ont mis un tissu anti-pousse mauvaises herbes, et ils ont mis du macadam, et ensuite ils ont fait les tracés, ensuite ils ont ouvert. Et là, tu passes, tu dis, waouh, c'est déjà fait. Mais il s'est passé 6 mois. Donc, un chemin neuronal, tu dois à un moment donné, si tu as une habitude, prenons les exemples, j'ai été fumeur. Donc, j'avais ce chemin neuronal de fumeur pendant des années. Fumer, c'est très simple. Tu écrases et tu ne rallumes plus. C'est la seule façon d'arrêter. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ça, c'est la vision simple du truc, quand même. Mais au final, on est complètement d'accord. Et je sais par où je suis passé avec tous les tests que j'ai pu faire. Ce que je veux dire, c'est que le jour où j'ai compris que je devais créer un chemin neuronal plus fort du plaisir que j'allais avoir en arrêtant de fumer que du plaisir que j'avais en fumant, parce qu'il y a toujours un bénéfice caché, même dans une... il y a toujours un bénéfice caché, même dans une situation délicate. Le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à muscler ce chemin neuronal, ce circuit neuronal, qui est devenu plus fort et ça a basculé, en fait. Mais est-ce que, quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire qu'au fond, quelle que soit notre éducation, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre culture, on est en capacité de complètement remodeler notre moi intérieur? Oui, ça, je l'affirme complètement. On est tous en capacité. Tu vois, je le résume avec, encore une fois, un acronyme comme ça, vous en souviendrez, c'est l'acronyme TREC. Donc, notre vie, c'est un TREC. Mais TREC, c'est quoi? Travail, religion, éducation, culture. On nous a dit, il faut aller à l'école 25 ans, travailler pendant 40 ans et potentiellement profiter quand tu seras grabataire. Ouais, mais ça, c'est quand on était petit, oui, mais ça a un peu changé, là aussi. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Surtout avec moi, j'ai une fille de 24 ans, c'est la génération qui je travaille, je gagne de l'argent, je voyage, je reviens. Enfin, Après, religion. Peu de gens ont choisi leur religion. Généralement, tu nais dans une famille avec telle ou telle religion, même s'il y en a, ou pas, d'accord? L'éducation et la culture. Tu vois, tu as ça. Donc ça, c'est déjà les prédispositions et c'est des chemins neuronaux qui sont très, très forts. Moi, ce que je dis, c'est j'invite les gens à remettre en cause ces certitudes. Il y a des certitudes qui ne sont pas bonnes dans ce qu'on a appris. C'est d'avoir ce courage de remettre en cause certaines certitudes par rapport au travail, c'est ce que font les générations, par rapport aux religions. Il y a peut-être des choses qu'il faut, parce qu'on nous a tous dit, si tu es gentil, tu iras au paradis, si tu es méchant, tu iras en enfer. Attention, les riches ne sont pas gentils, et puis les pauvres, eux, ils ont les portes du paradis ouvertes à tous. Tu veux résumer grossier, basique. C'est de remettre en cause certaines certitudes pour toi te permettre d'activer la seule chose que nous, l'espèce humaine, avons versus toutes les autres espèces vivantes sur cette planète, le libre arbitre. Active ce libre arbitre en te disant, tiens, je vais mettre en place certaines choses, et oui, tout le monde a la capacité de changer une approche neuronale, de changer une vision, de changer un comportement, parce que tout ça, ça ne s'apprend pas, mais aujourd'hui, grâce à Internet, on est capable d'avoir des exercices qui te permettent de changer ces choses. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de talent particulier pour être entrepreneur ou entrepreneuse ? Si, il y a des prédispositions, bien entendu. Il y a des talents qui sont justement engrammés, comme l'on dit, quand de 3 à 9, 12 ans, comme je disais, là, tu as perçu des choses, tu arrives, comme tu disais, avec un bagage. Donc, moi, je vais parler des 80%. Et les 20% vont faire 80% du résultat. Les 20% de ce cercle, qui sont ton héritage, quel qu'il soit, vont permettre de créer un don. Tu vois, l'oreille absolue, tout le monde l'a pas, quoi. Bien sûr. Ouais. Alors, une autre question d'une personne qui nous regarde. Comment est-ce qu'on maîtrise ses pensées ? Alors, la question que j'aime beaucoup... Est-ce qu'on peut maîtriser ses pensées déjà ? Oui, tu peux maîtriser tes pensées. Tu ne peux pas arrêter de penser. Parce que si je vous dis arrêter de penser, tu n'arrêtes pas de penser. C'est pire. Si je fais l'exercice « pense pas à un éléphant rose », boum, tu l'as dans la tête. Ouais, c'est clair. Mais le truc, c'est que le flot des pensées, aujourd'hui, on est à 60 000 pensées par jour. Alors, t'imagines un petit peu. C'est énorme. C'est la meilleure façon, c'est de se concentrer sur un point particulier. Ton attention, ton énergie va là où va ton attention. Oui. Donc, mets ton attention sur autre chose. On a tous ce petit vélo dans la tête qui tourne tout le temps. Si à un moment, la meilleure des choses, c'est la respiration. Vraiment la respiration et la cohérence cardiaque, ça fonctionne super bien. C'est inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Ça te fait 10 secondes, tu le fais 6 fois, ça t'a fait 1 minute. Tu le fais 30 fois, pendant 5 minutes, tu as commencé à baisser véritablement les pensées. Et là, c'est super intéressant, ça te permet de choisir un petit peu les pensées.
Si je vais plus loin en neurosciences, c'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est la capacité à t'auto-observer et te dire, mais pourquoi je suis en train de penser à ça? Tiens, ce matin, je me suis levé, j'ai pas la pêche. Et pourquoi j'ai pas la pêche? En fait, j'ai mal dormi. Mais pourquoi j'ai mal dormi? Je vais analyser l'ensemble de mon système. Parce que la manière dont on mange, c'est un système. La manière dont on dort, c'est un système. Et quand tu comprends ça, et tu prends tout ça, tu prends toutes les composantes de ton système, et il y en a une qui déconne. Si tu as mal dormi, c'est peut-être qu'à un moment donné, tu as regardé des TikTok jusqu'à 23h et ça a bousillé ton cerveau. Alors que tu n'as même pas mangé la veille, tu as fait une séance de sport, tu t'es endormi tôt, tu as un matelas qui est tout neuf, tu as un sommier qui est parfait, tu as une couette qui est super, la température était parfaite, mais vraiment tout. Mais c'est ce petit truc-là. C'est d'avoir cette capacité de se poser ces questions-là. Je prends toujours des exemples très simples pour comprendre qu'on a la capacité de maîtriser ses pensées. Juste si on appuie sur pause, quand je dis ton énergie va là où va ton attention, la personne qui pose cette question, qu'elle se concentre sur son index et qu'elle mette toute son attention sur son index. À un moment donné, elle va sentir son cœur battre au bout de son index. Ouais. Elle est en train juste de calmer les pensées et de mettre son attention ailleurs. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la méditation, tout le monde est persuadé que c'est super compliqué. Alors qu'en fait, la vie il suffit juste de se regarder, respirer, quoi. Exactement. C'est incroyable. Ouais. Alors, une autre question, pour avoir une discipline, y a-t-il une première routine à faire quotidiennement? Alors, y a-t-il là? Moi, j'en fais une en tout cas. C'est déjà le soir avant de te coucher. Et ça, tout le monde a déjà vécu ça. Vous savez, l'organisme, il est super bien fait. Si on gardait toute la nourriture qu'on ingurgitait, on n'aurait pas ce corps-là. D'accord? Donc, à un moment donné, on défecte la nourriture qui n'est pas bonne. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre l'intestin et le côlon, où il y a un clapet qui s'ouvre, et puis ça dégage ce qui n'est pas bon pour nous. Et à un moment, vous savez, quand on s'endort le soir, là, puis on va pour s'endormir, puis on tombe dans le trou, là. On est tous tombés dans un petit trou, là. Ça, c'est juste le cerveau qui, à un moment, il dégage l'ensemble des pensées dont il n'a pas besoin. Tout ce qu'il a enregistré. On a enregistré tellement de choses. C'est un peu le film Vice Versa, qui est absolument génial, que j'invite tout le monde. Le dessin animé, il est génial, il explique comment ça fonctionne. Donc, si on répond à ça, c'était quoi la question? C'était quoi la question? Non, y a-t-il une routine? Oui, la routine, une routine particulière à avoir? Donc, le soir, moi, ce que je fais, avant de me coucher, donc justement, je vais faire de la respiration, la cohérence cardiaque, et je vais faire en sorte de m'endormir, parce que c'est là où je vais déléguer à mon inconscient, parce qu'on est 95% inconscient, ça aussi, il faut juste le savoir. Je vais déléguer à mon inconscient toutes les choses que j'ai faites dans la journée positive pour les exacerber, et toutes les choses négatives, je vais les dégager. Donc, je vais juste m'endormir de cette manière-là. Et le matin, pour la routine, la première chose que je fais, moi, quand j'ouvre les yeux, je me concentre sur ma respiration et je fais preuve de gratitude. Et parfois, je fais 100 merci. Tu vois? Alors, tout le monde dit, mais n'importe... Ouais, mais c'est comme ça. Oui. Et là, tu répètes 100 fois merci. Alors, de temps en temps, je ne le fais pas tous les jours, ça serait mentir. Tu vois, les mecs, j'ai essayé Ouais, les super routines de YouTube, genre je commence par ci, je fais ça après. 6h du matin, comment on appelle ça là, Miracle Morning. Miracle Morning, j'ai essayé, qui est génial. Je n'arrive pas à me faire ça. Personne n'arrive à faire ça. C'est compliqué, tu vois. Je suis même pas sûr que les mecs qui vous disent faites-le, je suis même pas sûr qu'ils y arrivent. C'est le chirurgien cardiaque qui fume. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une religion un peu en ce moment du développement personnel où c'est limite, tu veux réussir, il faut absolument que tu fasses comme ça C'est le vrai danger que je vois actuellement. Moi, la peur que j'ai, la crainte que... Enfin, la peur, non, parce que... Mais la crainte que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire du développement personnel un business. C'est une vocation. Moi, tu vois l'échange qu'on a eu toi et moi, ça a fité de suite parce que tu sens, on s'est parlé 2 minutes tout à l'heure, tu sens on reste des animaux, on sent si c'est, toi tu es dans la rue et tu vois cette personne, tu dis je la sens pas du tout, elle ne la connaît pas, ou ouais sympa, j'irais bien la voir. Donc c'est pour ça que l'alerte que je mets, c'est à toutes les personnes, surtout maintenant, c'est très facile, en 3 clics, on te promet d'être milliardaire et puis de changer ta vie en 2 minutes. C'est activer votre libre arbitre, votre instinct, il vous le dit. Vous sentez si c'est du bullshit, si vous devez y aller ou pas. Donc, juste faites-vous confiance un tout petit peu. Moi, quand j'entends tout ça, je me porte en faux et je me mets en marge de ça parce que moi, je sais que tout ce que j'apporte, c'est du vrai développement personnel et je l'assume. Il y a des gens qui essaient de changer le terme. Non, la connaissance de soi, c'est du développement personnel. Maintenant... par tous les temps, il y a eu des scammers, des arnaqueurs et des vendeurs de rêves. Et est-ce que la principale qualité que devrait avoir quelqu'un qui entreprend aujourd'hui, c'est pas de développer son intuition? Est-ce que c'est pas ça le vrai développement personnel? Alors, c'est exactement ça. Maintenant, c'est comment on fait. Et c'est tout le concept qui sont en train d'arriver. Moi, j'aime beaucoup Vishen Lakhiani qui a créé Mind Valley, dont je m'inspire beaucoup, qui a créé ça. Et c'est pour ça qu'avec ce mouvement, avec SDAM et autres, moi, c'est ce à quoi j'aspire. C'est créer une méthodologie concrète que tu peux appliquer
appliquer étape par étape, pas après pas, pour justement comment je fais confiance à mon intuition. Ok, la cohérence cardiaque, en fait, c'est tous les outils qui existent que tu vas combiner, et c'est là où je parle de cette notion de copier-créer, qui est quelque chose que j'ai appris dans un séminaire assez intéressant. Ok. Une question suivante, donc c'est quoi la sincérité radicale? Pouvez-vous expliquer avec plus de détails? On nous apprend, on parlait de développement personnel, les mots à la mode, tu vois, c'est un peu comme quand on était dans l'IT, il fallait parler de cloud. Là, maintenant, on parle d'IA. Si tu ne parles pas d'IA à un dîner, t'es pas in, t'es pas bon. C'est pas bon. Et cette notion de zone de confort, zone d'inconfort et tout ça, j'ai entendu ça, réentendu ça. En fait, la vraie zone, c'est la zone de sincérité radicale. C'est quoi? C'est cette capacité à être totalement honnête avec toi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de te foutre à poil au sens propre comme au sens figuré devant tout le monde. C'est vis-à-vis de toi-même. Il n'y a que toi qui connais la réponse. Tu sais, si moi, aujourd'hui, la zone de sincérité radicale, je prends cette image avec une pièce à double face. Il y a un côté positif, un côté négatif en tant qu'aimant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se mettre sur la tranche parfois. Foutez-moi la paix. Et puis aussi, j'ai des comportements de connard. Ça ne veut pas dire que j'en suis un. Juste le fait d'assumer... Pardonnez-moi la digression, mais juste le fait d'assumer ça, ça permet d'arrêter de survendre que tout est beau, tout est rose. Va explorer un petit peu tes côtés sombres. Va explorer ces parties-là que tu n'aimes pas en toi ou tu n'es pas. C'est ça la sincérité radicale. Toi et toi seul, c'est quand tu es tout seul devant ton écran et que tu dis « Ah, ce connard, il est en train de faire un super... assume-le. Qu'est-ce que ça génère en toi? Pourquoi est-ce que tu as besoin de critiquer cette personne, de te comparer et autres? Et plus tu vas faire ça, plus tu vas faire ce travail dans cette zone de sincérité radicale qui est cette zone où tu te dis la vérité à toi-même, plus tu vas être en capacité de comprendre ce que tu recherches, pourquoi tu as besoin de te comparer, pourquoi tu n'es pas bon dans ce domaine-là, et ça va faciliter la chose. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'argent. Le rapport à l'argent, pour le coup, c'est vraiment un domaine de sincérité radicale. Complètement. Nous, on a un problème en France avec ça. Complètement. Alors qu'au fond, il n'y a pas de honte à se dire je veux gagner 1 milliard. Quoi. Mais exactement, sauf que nous, on nous vend la course au million. Tu vois, la course au million. Sauf que la première chose à faire, c'est de te dire de combien j'ai réellement besoin pour vivre. Et personne ne le fait, cet exercice. Prends tes relevés de compte de tes 6 derniers mois, check tout, regarde tout ce qui est vraiment où tu n'as pas besoin, et tu vas te dire, finalement, je peux bien vivre avec 2 000 euros. Vivre. Je ne suis pas en train de te dire tes expériences et tout ça. Tu vois. Et partant de ce principe-là, ton business, tu vas le construire autour de ça, et tu vas t'apercevoir que tu n'es pas obligé de faire 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça va inverser les choses. Alors, il y a une question qui est assez intéressante, là. En fait, quand on a un environnement pro qui n'est pas aussi rapide et déterminé que soi, comment on peut convaincre les autres de venir, en fait, dans notre mode de fonctionnement? C'est lead by example. Donc, c'est vraiment le management par l'exemple et l'attitude. Cherche pas à convaincre qui que ce soit si ce n'est par ton attitude. Ne cherche pas à aller dire, mais il faut que tu fasses ça, mais vraiment, ça... c'est fini, là, dès qu'on dit ça, je me suis pris des portes, moi, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais la science infuse, tu vois. Moi, j'étais plus vieux que mon grand-père et je savais tout, tu vois. Alors, j'avais lu 3 trucs et je les ressortais, tu vois, tu lis un truc, tu ressors à tout le monde. Mais la pire des choses, c'est justement d'essayer de convaincre. C'est en ayant une attitude qui fait que les gens te regardent en disant « Mais Kim, si t'arrives, t'as rajeuni de 10 ans. Tiens, t'as perdu du poids. Tu t'éclates. Ah, j'ai vu ta story, t'es parti en Algérie. Ah, tiens, t'as fait ci. Ah, t'as lancé ça, c'était pas trop compliqué. Ah, si, c'était une vraie galère. Ah, tu peux m'en parler ?» Tu vas t'apercevoir que, en plus, quand tu es dans la zone de sincérité radicale et que tu fais les choses, t'es congruent, les gens, tu vas attirer les gens à toi. C'est ça un mouvement. En fait, à t'écouter, on a le sentiment que la nouvelle valeur, c'est l'authenticité. Mais c'est même pas non négociable. Quand je dis une nouvelle valeur, je veux dire, c'est vrai qu'on a eu un management qui était très, comment on pourrait appeler autoritaire. Ça ? Ouais, autoritaire, charté, charté. Appelons ça comme on veut. Édulcoré. Édulcoré. Et aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que depuis tout à l'heure, on parle d'intuition, on parle de mindset, on parle d'authenticité. Ouais, c'est vraiment ça, le nouveau type de management et le nouveau type d'entrepreneuriat. C'est revenir à qui tu es véritablement, tu vois. C'est tout l'essence du mouvement SDAM, tu vois. SDAM, c'est un mot arabe que me disait mon père, c'est fonce, c'est sois toi-même, vas-y. Et tu vois, moi, je raconte toujours ça. Alors, j'approche la cinquantaine, c'est beaucoup plus facile, t'es décomplexé. Mais moi, je souriais et limite, j'étais flatté quand on me disait « Ah, tu ressembles à un Portugais, un Italien. » Quel connard je suis. Mais t'imagines ce que ça représente. C'est-à-dire que cette honte potentielle par rapport à ce qu'on t'envoyait comme message. Mais non, c'est pas négociable d'être toi. Donc cette notion d'authenticité, tu peux faire tout ce que tu veux, tu resteras la personne que tu es. On te mettra une étiquette, t'es grand, t'es gros, t'es riche, t'es pauvre, t'es maghrébin, t'es pas si. On te mettra une étiquette. L'être humain te mettra une étiquette. Mais toi, au fond de toi, plus tu vas sentir que ce que tu fais te fait vibrer, plus tu vas être aligné, plus tu vas être dans l'authenticité, plus tu vas réussir ta vie, parce que pour moi, la définition du succès, c'est être totalement soi, justement. Ouais.
Alors, une autre question. Comment inculquer à cette nouvelle génération accro aux réseaux sociaux l'importance d'avoir des objectifs et l'importance de bien se connaître? Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Non. Vaste, des réseaux sociaux, tu veux dire? Non, d'avoir une inculcation. Je ne sais pas si c'est très français, ça, mais qu'on leur inculque en tout cas le fait qu'il faut avoir des objectifs et l'importance de bien se connaître. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Alors, ils ont besoin d'être déconnectés des réseaux sociaux, à n'en pas douter. Ça, c'est une conviction. Moi, je le vois. Je vous dis, avec mon épouse, on a 2 filles. Zara, qui a 24 ans, qui va se marier, et Sophia, qui a 12 ans. Ils ont 12 ans d'écart, les deux. Donc, elle s'est bien occupée de la petite. Et la petite, elle est sur les réseaux sociaux, mais tu contrôles. Il faut contrôler, il faut mettre, encore une fois, un cadre, des règles. Après, sur cette notion-là, c'est antinomique, parce que si tu dis aujourd'hui on est au management de l'intuition et tout ça, et que tu dis attends, je vais t'inculquer comment l'objectif, moi je dis les réseaux sociaux, oui. Le reste, mes filles, on leur a toujours dit 2 choses. Ne luttez jamais contre vos sentiments et vos émotions, parce qu'on ne nous apprend pas à être en colère. Ma fille Sophia, quand elle est en colère, je dis t'es en colère? Elle dit ouais, je suis en colère. Je dis non, t'es pas en colère. Si, je suis en colère. Puis je la pousse un peu. Non, t'es pas en colère. Si, je suis en colère. Non, t'es pas. Si, je suis en colère. Là, t'es en colère. Là, t'es en colère. On ne nous apprend pas à vivre nos émotions, tu vois. C'est vrai. Leur mettre un cadre, donc ne pas lutter contre leurs émotions, surtout, et faire le maximum, et surtout, ne jamais dire je peux pas. Quand ma fille me dit je peux pas, tu me dis j'ai pas envie, je veux pas, je te laisse tranquille. Mais tu me dis pas je peux pas, parce que je sais que c'est possible, tu vois. Et elle me dit non mais j'ai pas envie. Que je t'embête pas, là c'est ton libre arbitre, je veux pas aller là-dedans. Ouais, c'est vraiment plus je t'écoute, plus je me dis que c'est presque un nouveau modèle d'entreprise. C'est une autre manière d'aborder le business, ce que tu décris. C'est toute l'ambition et tout. C'est pour ça que c'est génial et que mon intuition m'a amené ici, tu vois. On a échangé et vraiment en 3 secondes. Hein, je te dis oui, 3 secondes. Parce que il y a un moment donné où tu dois... soit tu es au café du commerce et tu regardes un tout petit peu les nouvelles tendances et tu dis tiens, je vais suivre. Ouais, je vais faire ça. Tu vois, et c'est OK. Hein, c'est OK. Ou soit à un moment donné, tu dis allez, j'y vais, puis je vais être celui qui... On a tous vu cette image des réseaux sociaux où tu as le mec ou celui qui gagne au loto qui est tout seul sur l'autoroute, sans s'inverse, tu vois. C'est un peu ça. Moi, je me suis toujours refusé ça. Et c'est marrant que tu dis ça parce que depuis maintenant 2-3 mois avec les équipes, on est en train de dire mais il faut y aller là. Là, il y a quelque chose. Et on a quelque chose d'abouti avec toute l'expérience et autres. Tu n'as pas fait 3 formations de dev perso et tu ne viens pas du jour au lendemain dire faut faire ci. C'est toute ton expérience. Donc oui, c'est un nouveau modèle, ou en tout cas un modèle qui doit s'imposer. Et est-ce que c'est pas encore plus obligatoire, entre guillemets, depuis qu'on a généralisé la visio, le remote, etc., où tout d'un coup, il n'y a plus le baby-foot pour dire qu'on est une super boîte, il n'y a plus la cantine gratos pour dire qu'on est une super boîte, et tout d'un coup, il faut incarner en fait ces valeurs, il faut incarner un comportement, il faut incarner un objectif. C'est le terme que j'emploie à chaque fois à tous les entrepreneurs en disant, par rapport à la vision, d'abord incarner qui vous êtes véritablement. Et quand ils vont incarner naturellement, ils vont... Tu vois, c'est ce fameux triangle où tu as un leader inspirant tout en haut, tu crées un mouvement, donc vous êtes des leaders inspirants, vous créez le 2 Game Changer, et puis ça va changer les choses. Ça va changer la vie d'un entrepreneur. Si ça change la vie d'un seul entrepreneur, je suis sûr que vous checkez la case, vous dites c'est bon, on a fait le taf. Et c'est exactement ça le truc. C'est de te dire, moi avec le mouvement SDAM, c'est de vraiment expliquer aux gens qu'il y a des possibilités de changer certaines choses, et on va les protocoler, on va les expliquer. Alors, à force de poser trop de questions, c'est une question... Est-ce qu'on ne s'enlève pas un petit peu de légèreté? Si, peut-être. Moi, je faisais partie de cela, tu vois. Je le résume comme ça. Moi, j'étais quelqu'un qui, encore une fois, à défaut d'être devenu footballeur professionnel avec la douleur que ça avait fait pour moi, pour mes parents, parce que je n'avais pas coché cette case, j'ai décidé de devenir fils professionnel. Donc, tu vois, le truc... le fils parfait. Le fils parfait. Mais à quel prix, tu vois, même là, il faut que ma chemise, elle soit bien. C'est un système, hein. Que ma mèche, elle soit bien et tout ça. C'est mon système de défense intrinsèque. Mais quand tu commences à le connaître, tu as 2 choses. Soit tu montes dans ta tour d'ivoire et tu colmates toutes les brèches pour être imprenable, soit tu redescends sur le plancher des vaches et tu essaies d'apprendre un peu les choses. Là où, dans notre entourage, on a tous quelqu'un qui a une opinion sur tout et une solution à rien, tu vois. On a tous un pote ou une nana comme ça, on ne dira pas son nom. Moi, je suis assez comme ça, moi. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient une opinion sur tout et une solution à beaucoup de choses. Donc, le mec bien chiant, tu vois. Et à un moment, je me suis foutu la paix, effectivement. Donc, des questions, ok, mais... Tu vas sentir un moment si c'est trop ou pas. Donc oui, de la légèreté, mais complètement. Pas se prendre au sérieux, réveiller son enfant intérieur, jouer, faire des conneries. Mais justement, l'enfant, il pose 10 000 questions. Enfin, moi, j'ai 2 filles, elles passent leur journée à me poser des questions. Il y a beaucoup de légèreté dans ces questions aussi, tu vois. Mais il y a beaucoup de légèreté, moi, comme je le prends, c'est que est-ce qu'on n'est pas en train de se faire trop réfléchir au cerveau, à se poser trop de questions? Potentiellement, parfois, si. Oui, je suis un fervent partisan de la légèreté, complètement. Ok.
Donc, question suivante. Comment vaincre le syndrome de l'imposteur, oui, question intéressante, quand il nous colle trop à la peau et qu'on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, syndrome de l'imposteur, c'est encore une fois un mot à la mode, comme le cloud, comme le truc. Si on ne le dit pas, il faut que j'arrive à vaincre le syndrome de l'imposteur. Arrête tes conneries, en fait. C'est au plus tard, tu y vas. Mais je fais des injonctions volontairement hypnotiques pour que les gens comprennent ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as raison, Amel, ne le fais pas. Laisse toutes les personnes en assistance à personne en danger. Tous les entrepreneurs qui attendent de les aider, vas-y, n'y va pas, t'as raison. T'es un imposteur. Moi, je les provoque comme ça, en leur disant, arrêtez avec ça. On a besoin d'une approbation, une validation extérieure. C'est le système qui fait ça. Hein. Ouais. On a besoin de ça. Moi, littéralement, je crois que je dois avoir 4 diplômes de coach. J'ai eu l'ACEGOS, Crotamer, j'ai été élu manager de l'année chez Ingram Micro. Mais mes diplômes, c'est toute mon expérience. Bien sûr. Alors, bien sûr que des moments, tu as besoin de certification. Si tu es dans la chirurgie, dans des choses comme ça, tu as besoin de technicité concrète. Mais sinon, ce syndrome de l'imposteur, il est par rapport à cette notion, on est toujours en train de se comparer dans un monde de concurrence, de conditionnement. Mais parce qu'on est formaté comme ça. À l'école, on nous note, on nous compare, on dit qui est le premier, qui est le dernier. Complètement. Et en fait, on grandit dans ce monde. Donc, une fois adulte, on continue. Et ben, on doit challenger ces certitudes, les remettre en cause. Mais on parlait de la nouvelle génération tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu différents. C'est-à-dire que ce comportement que tu décris, ils l'ont déjà un peu, non, comment dire, en ayant un rapport à l'argent très différent, en ayant un rapport à la réussite très différent. Tu parlais de ce triptyque, fais des bonnes études, tu auras un bon job, tu auras une bonne retraite. Eux, ils ne sont pas du tout là-dedans. Est-ce qu'ils ne sont pas, eux, déjà en train de réinventer un peu le monde que tu décris? J'ai aussi beaucoup pensé ça, mais à un moment donné, tu te poses, et si je te pose la question, je suis sûr que tu vas faire la même chose, c'est que tu vas te comparer aussi au monde de tes parents. Et des parents disent la même chose. Tu vois, on voit tous les cabines téléphoniques, les jeux de billes. Nous, on a connu ça. Bien sûr. Oui, on idéalise ce monde comme si il était parfait. Donc, et puis finalement, nos enfants, eux, sont en train de se marrer quand on leur dit Yannick Noah. Quand je dis à ma fille, Yannick Noah, c'est un joueur de tennis. Tu vois le truc. Ah bon, je croyais qu'il était chanteur. T'as un décalage énorme qui se fait. Donc, ces générations qui arrivent avec tout leur bagage sont en train de créer une nouvelle façon de fonctionner. Par contre, ce en quoi je suis convaincu, c'est qu'avec tout ce qui est en train de se passer, on le voit, hein, tout est en train de polariser vers les extrêmes, en fait. Hein. Que ce soit les politiques, c'est assez incroyable, tout polarise comme ça. Il n'y a plus de moyens, en fait. Exactement. Et là, tu dois être, soit t'es bon, soit t'es con, soit t'es grand, soit t'es petit. Soit t'es très à gauche, soit t'es très à droite. Exactement. Soit t'es très riche, soit t'es pauvre. Et puis, tu vois, on est en train de polariser là-dessus, et que, on le sent, hein, et c'est pas qu'en France, hein, moi je voyage beaucoup. Ces nouvelles générations, elles sont en train de challenger ça justement par le fait qu'elles voyagent encore à nouveau et qu'elles sont en train de faire une espèce de melting pot de toutes ces cultures qui vont faire que naturellement, cette génération-là va vivre sa vie pleinement et la génération future idéalement aussi. Une question, c'est assez drôle. Par curiosité, pourquoi avoir choisi le désert plutôt qu'une plage isolée ? Il y a plus de place. C'est vrai. Il y a moins de plages isolées, en fait. Quand je t'en ai parlé tout à l'heure, en fait, quand je perds mes 2 parents en 1 an et que je me dis waouh, et puis j'ai négocié mon départ, donc j'ai tout ce à quoi les gens aspirent, du temps et de l'argent. Quand tu as du temps et de l'argent, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Sauf que moi, j'ai ce sentiment de vide, mais pas ni burn-out, ni dépression, ni quoi que ce soit. Je me dis, merde, j'ai fait tout ça, mais finalement, il y a un goût amer. Et j'ai besoin de faire cette pause. Et il y a une chose qui est revenue, c'est que j'avais lu L'Alchimiste de Paulo Coelho et il faut faire sa traversée du désert. Je me suis dit, tiens, va au bout de ça, parce qu'au moins, analogiquement, c'est super intéressant. Et puis là, mon cerveau... J'ouvre la petite porte en disant « je suis prêt ». Je rencontre le fondateur du TEDx Alsace qui me dit « tiens, il faut que tu ailles dans le désert ». Puis « c'est pas possible, c'est un signe ». Non, c'est pas un signe. Tu as juste commandé à ton inconscient. Et puis boum, ça s'est fait. Mais à aucun moment, j'ai pensé à autre chose que le désert. C'est assez drôle parce que ce terme de traversée du désert est connoté super négativement. C'est-à-dire que quand on fait une traversée du désert, c'est terrible. Alors qu'en fait, tous les entrepreneurs devraient ou traverser un désert, ou escalader une montagne, ou traverser un océan. Enfin, c'est des expériences juste incroyable. Je crois qu'on a ce point commun. Moi, je suis allé dans le désert et tu as traversé l'océan. Et tu te retrouves seul face à toi-même. Tu ne peux pas tricher, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ça qui est fort, c'est que tu ne peux pas tricher. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, tu peux bullshiter, tu peux maquiller, tu peux bien t'habiller. Vous ne savez pas si je suis heureux ou pas, finalement. On a une petite idée. mais tu pourrais très bien jouer un très bon rôle, être un super acteur studio. Et ces éléments-là,
la nature, on va dire, en général, parce que la plage, si elle est vraiment isolée avec ta personne et que, ok, mais le désert, moi, je voulais vraiment être déconnecté complètement pour me reconnecter. C'était vraiment ça. Je voulais pas être sur une plage où j'avais du réseau. Tu vois, j'ai pas de réseau, j'avais rien. J'ai dit à ma femme, je pars, je rentre dimanche prochain. Alors que quand j'allais aux US, tu as le Wi-Fi dans l'avion, limite le FaceTime quand tu arrivais là-bas. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai choisi le désert. Mais quelque part, juste, je prolonge la question, mais on parle beaucoup de cette individualité que tout le monde cherche. Et puis, j'ai l'impression que dans notre société, mine de rien, quand on veut faire cette traversée du désert pour se chercher, on est un petit peu vu comme un égoïste. Moi, je dis, pour retrouver toute ta puissance, sois égoïste. Si tu veux retrouver toute ta puissance, sois égoïste. Et il faut l'être. Encore une fois, c'est la même chose quand l'avion potentiellement a un souci. Qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit, mets le masque à oxygène d'abord sur toi et après sur les autres. Bien sûr. Donc, sois congruent. Si tu veux véritablement aider les autres, balaye devant ta porte, occupe-toi de toi et potentiellement, tu vas pouvoir aider un maximum de monde. C'est ce que je dis à tous les entrepreneurs. Kim, je dois te faire un aveu. Moi, je ne te connaissais pas avant que tu viennes là. Je suis vraiment très, très, très content que tu aies été le premier à t'asseoir à ce micro. J'ai passé une heure absolument passionnante. Ouais. Moi aussi. Je pense qu'on devrait... je pense qu'en plus, on devrait enseigner tout ce que tu racontes dans toutes les écoles d'entrepreneuriat. Dans toutes les écoles, en fait. Au lieu d'apprendre à faire des PowerPoint et des présentations bidons, on ferait mieux, effectivement, d'inviter Kim Benour pour parler à tous les futurs entrepreneurs et toutes les futures entrepreneuses. Merci beaucoup. Merci à fond du cœur. Et à très bientôt, Kim. À bientôt. Un grand merci. Le 12-12 Game Changer.